Ladies and gentlemen, you're welcome to yet another special edition of your weekly program on Aaron Television, T Croisé. Once more, welcome to the program T Croisé. As you all know, T Croisé is a retrospective look of major news making events during the week as reported by three different media organs. Of course, I'm talking about Magic FM, Le Messager, and Aaron Television. My name is Joseph Fajong. Of course, to be accompanied by our co-presenter Jules Elobo of Magic FM. Welcome to the program, Jules Elobo. Merci Joe, bonsoir à vous et surtout bonsoir à nos téléspectateurs. Yeah, it's been a long period of time. We're in South Africa. How was it in South Africa during the African Nations Cup? Il faut dire que j'ai eu la chance de participer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football et ceci grâce à une société de téléphonie mobile. En tant que journaliste, j'ai beaucoup appris et j'ai découvert que l'Afrique du Sud c'est un très grand pays. Unfortunately, Cameroon was not represented. Oui, il faut... as a football nation. Oui, bon, malgré l'absence des Lions indomptables à cette Coupe d'Afrique des Nations de football, il faut dire que les Camerounais ont pris une part active, notamment au niveau de l'arbitrage, avec deux arbitres camerounais qui se sont imposés également, il faut dire, qui ont porté très haut, je vais le dire comme ça, le drapeau du Cameroun. Welcome back, Jules Elobo, and thanks for joining us again on T Croisé. Ladies and gentlemen, it's a tradition on the program that we have just one special guest, and of course today we receive Professor Sostene Foda. He is a politician, leader of a political party. It is called the Mouvement Camerounais pour la Social Démocratie. If I have to translate it, it is definitely a Cameroon movement for social democracy. Welcome to the program, Professor. Thank you. Bon après-midi aux téléspectateurs d'Ariane Television. And I think that I will have opportunity to explain our program politics here. And it's important for us to present what we can say if we have been elected. Yes, you were on this program in 2011 during the presidential elections. How did it go? Since then, we were not able to get back to you. Ben, vous savez, juste après l'élection présidentielle à laquelle nous avons pris non seulement une part active dans ce qu'on avait appelé la pré-campagne, mais durant toute la campagne, je suis venu ici expliquer qu'est-ce que c'est qu'une élection présidentielle. Et par la suite, d'ailleurs, sur les 51 candidats déclarés, il semblerait que je sois le seul qui soit toujours actif sur le plan politique. Nous avons fait un certain nombre de propositions dans ce pays, 6 notamment. Donc pour aller... Yeah, we shall come back to those issues. Definitely, I know Jules Elobo will have questions to also act in relation to the 2011 presidential elections. Ladies and gentlemen, don't go away, don't even blink. In the next 90 minutes, we shall be looking at issues concerning our national security, the upcoming legislative, senatorial, and of course council elections. And of course, we shall also look at the 7 hostages, French hostages in Cameroon. Don't go away, don't even blink. The program begins right now. We now kickstart the program with a report. It is about a French-Cameroon cooperation. Of course, the French Development Agency during the week signed another cooperation ties with the Cameroon government represented by the Minister of Economy and Regional Development. Ibrahim Sadou sat through that signing ceremony and now presents the paper. Coopération Cameroun-France, encore des retombées. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le directeur adjoint du département Afrique subsaharienne de l'Agence française du développement ont procédé ce vendredi 22 février 2013 à la signature d'une convention d'affectation du deuxième contrat de 2 ans d'endettement et de développement. Convention qui porte sur le financement de la deuxième phase du programme d'appui à la maîtrise d'ouvrage des administrations du secteur rural, notamment agriculture et élevage. La convention de ce jour porte sur un montant de 5 milliards 116 millions 464 000 francs, 464 600 francs CFA. Elle est donc destinée à appuyer les efforts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales,
dans la mise en place de ce dispositif d'agriculture et d'élevage qui nous interpelle. Cette deuxième phase du programme vise prioritairement le développement du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il s'agit d'appuyer, de renforcer les capacités technico-logistiques des deux administrations dans leur rôle d'accompagnement du secteur agropastoral. C'est très important de saisir cet enjeu parce que beaucoup pensent que qu'est-ce que Hameau peut apporter. Vous savez, l'administration était un acteur simplement dans le cadre de la révolution agricole. Entre autres instruments que l'administration a développés par rapport à cette ambition, notamment en développant les autres programmes qui sont directement au bénéfice des producteurs qui sont les principaux artisans de l'augmentation significative de la production, l'État se doit de se mettre en capacité pour défier, pour relever ce défi qui est la révolution agro-pastorale sollicitée par le chef d'État. Les actions visées sont la définition concertée et harmonisée des politiques publiques du soutien à la production agricole, l'amélioration des performances des administrations au niveau central et déconcentré et l'amélioration de la qualité et de la valorisation des informations statistiques. L'idée du second C2D, c'est ensemble avoir fait des choix, soit de concentration sur des secteurs que nous avions déjà investis, soit d'ouvrir de nouveaux champs d'intervention en accord un petit peu avec justement les autorités. Le secteur rural n'était pas un secteur nouveau, mais c'est un secteur sur lequel, d'accord parti, nous avons décidé de mettre vraiment une importance particulière, ce qui explique les volumes aujourd'hui du C2D et ce qui explique aussi qu'aujourd'hui la France en fait, est le premier partenaire du secteur rural au Cameroun, compte tenu, je dirais, de l'importance partagée que nous attachons à ce secteur comme d'un côté l'outil intéressant de lutte contre la pauvreté, mais également l'idée et la persuasion, la conviction que nous avons que c'est un moteur important de la croissance au Cameroun. Au total, 14 projets ont été financés par l'Agence française de développement entre 2011 et 2013. Mais le hic, 9 d'entre eux n'ont pas encore démarré, alors que les conditions de mise en vigueur de la plupart de ces projets, 5 au total, sont remplies. Very much, Ibrahim Sadou, for that report. Professor Fuda, I just want to find out from you. You followed this report. What's your take on the C2D, the second phase of the development funds France is giving to us, and they say it will be based on agriculture, fishery and animal husbandry? Disons que les accords de coopération ont toujours ceci de particulier que chacune des deux parties en présence apporte ce qu'elle a de mieux pour notamment là le développement de l'agriculture et de la pêche. Donc chacune des parties remplit ce que l'on appelle un cahier de charges. Donc dans l'échange de ces cahiers de charges-là, le Cameroun a présenté un certain nombre de doléances à la coopération française et celle-ci a essayé de répondre positivement. Le hic peut-être ici est que dans ces accords, comme on dit en 2012, 15 projets ont été financés et que près de la moitié n'a pas encore démarré. Et pour ce qui concerne notamment l'agriculture et la pêche, il faudrait, si nous prenons le secteur agricole, nous rendre compte que nous sommes vraiment en retard. Et ce retard-là n'est peut-être pas dû à l'incapacité des Camerounais à s'acheminer vers une agriculture que j'appellerais industrielle. Si vous regardez, les forêts camerounaises sont encore assez primaires, contrairement à ce qu'on nous fait croire, dont notamment avec la construction des tracteurs, ainsi de suite. Mais pour nous qui voyageons, pour vous qui avez été en Afrique du Sud dernièrement, pour vous qui visitons les grands pays d'agriculture comme les États-Unis d'Amérique, comme le Canada, comme l'Allemagne, vous allez découvrir que c'est dans les forêts tertiaires que l'on fait véritablement une agriculture moderne. Parce que là, on est débarrassé des grands arbres, par exemple. Donc, quand vous regardez le Cameroun, la moitié
près de la moitié du Cameroun est habité vraiment par la forêt, la grande forêt dense. On va faire comment pour que les tracteurs puissent circuler là-dedans? On va faire comment, même ne serait-ce que pour moderniser l'agriculture du maïs dans notre pays? C'est en cela, à mon avis, que ces accords de coopération devraient nous aider, dans un premier temps, à baliser les terrains dans lesquels, effectivement, on pourra véritablement faire une agriculture. Si vous regardez, par exemple, dans ce domaine-là, vous regardez la région disons, sud du Cameroun, qui est très importante dans le système de lutte contre la pauvreté et l'épanouissement même de l'agriculture au Cameroun pour être véritablement le grenier de l'Afrique centrale. Si vous voulez faire une agriculture moderne, elle doit se passer essentiellement dans la région d'Ambam, parce que c'est la porte et la frontière de deux pays, de 3 pays, dont 2 vivent essentiellement de l'agriculture qui est pratiquée ici au Cameroun. Donc c'est là qu'on doit avoir des champs d'expérimentation, tout comme on pourrait aussi avoir des champs d'expérimentation du côté est du Cameroun, où l'on a une frontière avec la République centrafricaine et une partie du Congo. Donc c'est là-dedans que nous attendons, dans le cahier de charges camerounais, de réelles propositions de coopération, et c'est là que la coopération sera visible. Pour le moment, ça reste des cahiers de charges qui restent suffisamment flous. Et les différents acteurs du monde agricole dans notre pays, eux-mêmes, sont flous. Je parle notamment, par exemple, de M. Bernard Djonga, qui nous avait dit ici, avec les tracteurs, on peut arriver à telle ou telle chose. Alors qu'aujourd'hui, à part quelques petites localités, dont du Nord Cameroun et peut-être du Mbam, c'est-à-dire que notamment un petit concentré à Ombessa, qui est une zone de savane, on ne peut pas utiliser encore les tracteurs dans notre pays. Mais avant ces cahiers de charges auxquels vous faites allusion, qu'est-ce qui a manqué au Cameroun? C'est quoi? Un manque de vision? Parce que vous faites un certain nombre de propositions là. Oui, en fait, ça a été un manque de vision, un manque d'initiative. Vous savez que dans notre pays, très souvent, on dit gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner, c'est prévoir, c'est une aberration. On ne prévoit rien dans la gouvernance. Gouverner, c'est poser tous les jours, au quotidien, des actes qui sont utiles pour vos concitoyens, pour vos populations, en vous posant la question de savoir est-ce que les actes que je pose aujourd'hui seront utiles pour les populations de demain. Je vous prends un exemple assez banal, c'est-à-dire que vous regardez par exemple le travail que fait M. Timevuna dans Yaoundé, où il est en train d'enfermer la ville de Yaoundé dans du béton. D'ici 10 ans, il va falloir détruire. Si la capitale reste à Yaoundé, il va falloir détruire. Pourquoi? On va détruire parce qu'il n'a pas tenu compte, en fait, notamment de l'environnement. C'est-à-dire que... Donc il n'y a pas assez d'espace vert, c'est ça? Il n'y a pas assez d'espace vert. Or, ce qu'il est en train de faire maintenant, il fait peut-être dans la propreté, il faut que la ville soit propre. Donc ça répond peut-être à un besoin immédiat. Mais demain, ce ne sera plus dans les normes. Il y a un certain nombre de structures dans notre pays, comme par exemple ce qu'on appelle le Conseil économique et social, qui devrait aussi évoluer et devenir par exemple le Conseil économique et social et environnemental. Parce que l'environnement aujourd'hui est un élément essentiel dans le développement des nations, dans le développement des pays. Malheureusement, chez nous, nous sommes le logiciel de gouvernance, donc de proposition, de vision, de projection. Mais il y a quand même un ministère en charge de l'environnement au Cameroun. Oui. Il y a tout un ministère. Non, mais quand vous regardez comment tout cela fonctionne, il y a en fait un manque de coopération, un manque de lien entre différents ministères, entre différentes structures dans notre pays, ce qui fait que en réalité, les gens ne se concertent pas, les ministres ne se concertent pas entre eux. Vous allez voir ça avec l'éclatement du ministère de l'Éducation nationale qui a donné lieu à une multitude d'autres ministères. Et quand vous regardez comment ça fonctionne dedans, vous avez vu ce qui s'est passé par exemple dans la gestion de la fête de la jeunesse dans notre pays. On ne sait plus effectivement quel est le ministère qui est en charge de la fête de la jeunesse. Et c'est ça, l'organigramme gouvernemental n'a pas prévu, ou alors les gens n'ont pas suffisamment d'audace pour construire des passerelles. Or, le Cameroun est un tout et il doit se développer dans sa globalité. But despite all the difficulties, France is still ready to give us the second phase of the C2D funds. Don't you think that they are afraid that this money maybe will be embezzled, given the fact that more than 17 of these projects have not yet been realized for the first phase of the program?
Bon, je pense que si on a signé la deuxième partie, ça veut dire effectivement que bon, la France est toujours disposée à donner ses fonds. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous prenions conscience que les fonds qui sont donnés doivent être utilisés. C'est-à-dire que c'est vraiment... je vais vous montrer un peu ce qui se passe au niveau de la coopération et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un don que l'on nous fait. Quand la France signe des accords de coopération avec nous, on met à la disposition du Cameroun des experts techniciens qui viennent pour nous accompagner. Et ces experts-là sont payés sur ces fonds qui nous sont alloués. Et ces gens-là, ces expatriés, sont payés comme s'ils travaillaient chez eux, avec une prime d'éloignement et surtout un 13e mois qui leur permet donc, par exemple, de pouvoir se mouvoir, retourner assez souvent en France. Donc, si l'on n'utilise pas les fonds, bien évidemment, ceux-ci, 80% de ceux-ci rentreront dans l'entretien de ces coopérants-là. Et le Cameroun ne sera pas gagnant. Or, dans ces accords de coopération, c'est vraiment, nous devons nous acheminer dans ce qu'on appelle des partenariats gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez véritablement que les cahiers des charges auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure sont véritablement respectés, notamment nos bailleurs de fonds, ceux qui viennent, comme la France, et aujourd'hui à signer avec le Cameroun? Est-ce que les cahiers des charges de ces partenaires-là sont véritablement respectés? Il n'y a pas, en matière de coopération comme en matière de politique, il n'y a pas d'amitié. Il y a un jeu d'intérêt. Bon, donc chacun essaye de tirer le maximum de profit de l'autre. Et pour le moment, le Cameroun n'est pas gagnant. Il n'est pas gagnant parce que nos cahiers de charges ne sont pas suffisamment ficelés. Et quand on les a ficelés, on ne va pas toujours au bout des projets que l'on a lancés. Vous avez entendu parler, il n'y a pas très longtemps, de l'arrêt des travaux de construction du barrage de Mekine et autres. Si vous regardez au niveau de la halieutique, donc l'élevage des poissons et autres, quand vous allez sur nos marchés, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des accords de coopération. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Cameroun importe du maquereau du Sénégal, alors que nous avons des eaux poissonneuse. On avait commencé du côté de l'Est et de la Damawa, on avait commencé à faire des lacs artificiels pour élever des poissons. Et puis assez rapidement, c'est tombé parce que quand on lance des projets dans notre pays, ces projets-là sont toujours nominatifs et personnels. C'est-à-dire que ça porte l'étiquette soit d'une organisation avec à sa tête un monsieur ou une dame, et quand cette personne-là n'est plus là, le projet tombe dans l'eau. Or, il faudrait que ce soit des projets véritablement de coopération inter-État, entre États, pour que ça puisse porter des fruits. Parce que quand vous regardez... C'est donc un marché de dupes, vous voulez dire? Je ne dirais pas que c'est un marché de dupes, je dirais tout simplement que le Cameroun y va avec beaucoup de naïveté. Okay, Julie Lobo, if you don't have any other question, then we handle our first major topic of the day is politics, and of course is the 2013 elections. We have the legislative elections, municipal, and of course the senatorial elections. President Paul Biya announced it on the 10th of February 2013 when he was addressing at the end of the year, rather, that was on the 31st of December 2012. Professor Sosthene Foddah, you were a politician, leader of a political party, and 2011 you were a member of, you were a presidential candidate. Let's begin from the very first question. How did it go? 2011 presidential elections. Bah, vous savez, je suis parti à l'élection présidentielle de 2012 avec un objectif bien campé. 2011, avec un but bien campé. C'était celui de bousculer le logiciel de gouvernance dans notre pays, qui est un logiciel dépassé. Vous l'avez bousculé? Je pense que j'ai réussi à imposer sur l'échiquier politique national, notamment les programmes politiques. C'est c'est le mouvement camerounais pour la social-démocratie qui a exigé que chaque candidat ne viennent plus simplement distribuer des sacs de riz, mais en fait viennent débattre avec ses concitoyens des programmes. Et on a commencé, on a avancé dans ce domaine-là, et je pense que c'est très important. Maintenant, je vous disais, depuis 2011, nous avons fait 6 propositions au gouvernement. Et ces 6 propositions-là ont été acceptées. Je vais vous dire par exemple que nous avons réussi
a amené le chef de l'État à nommer un conseil d'administration à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé qui fonctionnait depuis 12 ans sans conseil d'administration et sans directeur général adjoint. Donc là, c'est une action et c'est ce que l'on attend des hommes politiques. Ce n'est pas plutôt l'affaire Vanessa qui est venue déclencher nous étions acteurs et dans le cadre de l'affaire Vanessa, nous avions un certain nombre de revendications et donc celle-là notamment, c'est-à-dire qu'il faudrait que cet hôpital soit géré dans une grande transparence. Donc, et pour cela, il fallait que les institutions de gestion soient mises en place. Bon, l'autre chose, c'est que qui s'est produite il y a simplement quelques jours, c'est la création du BUNEC. Je vais dans tous les sens là, en fait, pour essayer de vous montrer que, comme vous avez évoqué l'affaire Vanessa, dans l'affaire Vanessa, on avait aussi une autre revendication qui était l'instauration. Voilà. Donc, qui était l'instauration dans notre pays d'un bureau national d'état civil pour éviter effectivement le trafic de nationalité dans notre pays, parce que sur vos antennes ici, je suis venu dire que la nationalité camerounaise n'était pas protégée. Et vous voyez que le chef de l'État a répondu à cette doléance. Nous avons proposé en fait qu'il y ait une réforme du statut du fonctionnaire de police dans notre pays. Et le chef de l'État a accepté que l'on réforme véritablement la police dans notre pays. Et nous avons commencé à distribuer ce que nous avons appelé la Bible du Mbéré. Alors, la Bible du Mbéré, qui a été lancée par notre mouvement, vise à permettre aux Camerounais de savoir quels sont leurs droits face aux policiers et quels sont leurs devoirs face aux policiers. C'est très important pour notre pays. Vous allez voir aussi que nous avons fait un certain nombre de propositions, dont notamment c'est nous qui avons poussé le gouvernement camerounais à mettre sur pied, à créer à l'agence Normes et Régulation dans notre pays. Et nous sommes partis de quoi? Nous sommes partis du fait que les immeubles s'effondraient un tout petit peu dans la ville, ici au Cameroun, sans que cela émeuve qui que ce soit. Et nous nous sommes assis pour dire, mais pourquoi il y a autant d'immeubles qui s'effondrent? Mais tout simplement parce que personne ne contrôlait la qualité de production. Alors, au niveau des propositions que vous semblez énoncer, les propositions faites au gouvernement en place, on a l'impression que vous n'avez peut-être pas mis le doigt sur les vrais problèmes auxquels, sans vouloir sous-estimer les autres problèmes que vous avez soulevés, on a l'impression que vous n'avez pas mis le doigt sur les vrais problèmes. Aujourd'hui, les Camerounais font face, par exemple, à des coupures d'électricité, à des pénuries d'eau et beaucoup d'autres problèmes. Nous nous sommes prononcés sur le problème, par exemple, de coupure d'électricité. Vous savez que dans notre programme politique, en 2011, il était question de renationaliser, en fait, l'électricité et l'eau dans notre pays. Pourquoi? Parce que ce sont des sociétés de souveraineté qui aident l'État à remplir ses fonctions régaliennes. Dans aucun autre pays au monde, l'on a privatisé l'eau et l'électricité. Mais le programme de privatisation dans notre pays a englobé même les secteurs les plus essentiels dans notre pays. Et aujourd'hui, nous appelons le gouvernement camerounais à renationaliser ces deux sociétés. En les renationalisant, comment on va procéder? L'État va prendre 50% de parts dans chacune de ces entreprises et ensuite on va diviser les 50 autres pourcents en deux parties avec ce que l'on va appeler les petits investisseurs et qui seront des nationaux, et les 25 autres pourcents, on va les présenter au marché international pour que les acteurs puissent soumissionner. C'est comme cela que ça se passe dans tous les autres pays au monde. Maintenant, quand vous regardez par exemple le problème de l'électricité, l'on a vendu l'électricité à une société américaine qui n'a véritablement aucun souci. D'abord, dans le cahier de charges de AE se proposait simplement de s'occuper de l'électrification urbaine. Et il a fallu notre vigilance pour amener le gouvernement à réclamer que cette structure s'occupe aussi de l'électrification villageoise. On ne peut pas être en déficit d'électricité. Une société qui a le monopole. Il n'y a pas de concurrence ici. Nous sommes la deuxième puissance africaine en matière hydraulique. Donc, il n'est pas normal
que nous soyons sous-alimentés en matière d'électricité. Mais on n'a pas beaucoup écouté les hommes politiques que vous êtes face à cette situation-là. Aujourd'hui, vous parlez de renationaliser ces sociétés, mais on ne vous a pas beaucoup écouté. On sait qu'il y a un problème au niveau du respect du cahier de charges de AES, par exemple, AES-ONEL, et même, je crois, de la CDE. Le problème de la CDE est encore beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que, pour que nos téléspectateurs nous comprennent, je vais vous dire ceci. L'on a pris une société que l'on a privatisée, on a privatisé la gestion des factures. C'est-à-dire que comme si les Camerounais n'étaient pas capables de gérer la facturation. Et maintenant, tout ce qui est investissement lourd a été laissé à la Camwater. C'était une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que si on avait besoin de privatiser, alors on serait allé chercher des gens qui avaient une expertise dans la production de l'eau et non dans la production des factures papier. Donc, les Marocains, entre nous, un pays du Sahel, j'ai beaucoup de respect pour la coopération que nous avons avec le Maroc. D'ailleurs, c'est une coopération sud-sud. Mais on ne peut pas demander à un pays sahélien de donner de l'eau à un pays qui en a déjà à profusion. Les solutions que les Marocains peuvent apporter sont des solutions sahéliennes qui ne s'appliquent pas à un pays qui a autant d'eau que le Cameroun. Donc là, ça montre une erreur. Et ça montre aussi, et je le dis à l'attention de nos gouvernants, que forcément que le président Paul Biya s'est entouré d'une équipe peut-être incompétente, voire alors qui complote contre la santé des Camerounais, contre la stabilité du Cameroun, contre le développement de notre pays. Monsieur Basile Atanganakuna, qui a assuré la privatisation de la SINEC, s'est lourdement trompé et il faudrait qu'il le paye. Et il doit le payer, notamment un bon ministre doit, quand il découvre que ce qu'il a privatisé en tant que directeur général d'une société ne marche pas, il se doit d'aller au-devant des Camerounais et de leur expliquer que je me suis fourvoyé et je me retire. Est-ce qu'il est donc possible aujourd'hui de refaire confiance aux Camerounais quand on sait que la plupart des gestionnaires camerounais ont des difficultés aujourd'hui, la plupart sont poursuivis par l'opération Épervier. Est-ce qu'aujourd'hui on peut redonner ces sociétés-là à ces Camerounais? Il y a des compétences au Cameroun. Il faut tout simplement les exploiter. Mais il faudrait savoir aussi, M. Gilles Lobo, que le décret ne confère pas la connaissance et le savoir. Donc, dans notre pays, nous avons besoin d'une grande coopération entre nous déjà, ici, pour que, après une nomination, la nomination vous confère quoi? Elle vous confère tout simplement une vision beaucoup plus globale. Maintenant, vous avez donc des collaborateurs à qui vous posez des questions, qui vous apportent des dossiers, et vous avez simplement une capacité de synthèse et de rendement, c'est-à-dire du rendu. Une fois que vous avez fait la synthèse, vous rendez compte, vous essayez d'implémenter, vous essayez de propulser. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça véritablement le management. Le management politique et le management économique. Yeah, Prof, besides water and electricity scarcity in Cameroon, you listed a good number of points that you have raised, and Cameroon government, the government has actually taken it into consideration. Are you a party that proposes to government? Are you comfortable that government is taking your initiatives, and if yes, why then will you run for the upcoming elections? Non, vous savez, moi j'ai une autre conception de la politique. Je dis que les propositions que je fais, je les fais pour que le Cameroun avance. Je ne les fais pas forcément parce que je voudrais coopérer avec le gouvernement. You should be comfortable at that position. Non, je ne suis pas confortable dans cette position. Je dis que je fais des propositions au gouvernement camerounais. Mais quand je serai aux affaires, je continuerai à faire la même chose et j'attendrai de l'opposition qu'elle fasse véritablement son travail. Parce que vous les faites comment ces propositions? Par écrit, vous les déposez à la présidence? Bien évidemment, oui. Pour faire une proposition, nous avons des moyens de pouvoir entrer en contact avec le président de la République. Nous avons la possibilité d'entrer en contact avec le Premier ministre. Donc, nous écrivons tous les jours. Vous avez vu, par exemple, dans l'affaire Vanessa Tchatchou, nous avons obligé le gouvernement camerounais à réfléchir sur le code de la famille dans notre pays. Et la ministre en charge des affaires sociales est partie à l'Assemblée nationale faire une proposition de loi
pour réglementer en fait le processus d'adoption dans notre pays. Et là, nous avons saisi les différents présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale en leur disant que la loi qui a été proposée par Madame la ministre n'était pas la bonne dans notre pays parce que elle ouvrait, par exemple, elle l'ouvre toujours. Et c'est nous qui avons stoppé. But Sustain for that, I know so many NGOs that have been working on the family code for a good number of years now, for the past 5 years. They've been working hand in hand with the government. But you want to take the credits all to yourself? Non, je dis que les propositions que je fais, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour Vincent Sosthène Fouda. La France m'avait d'ailleurs, la France m'a appelé pour réfléchir en 2009 sur le processus d'adoption en France. C'est pour les Français. Maintenant, moi, je fais des propositions pour notre pays pour que ça puisse avancer. Donc là, nous avons stoppé à l'Assemblée nationale ce projet de loi qui visait à ouvrir l'adoption aux homosexuels dans notre pays. Alors que l'homosexuel, en fait, l'homosexualité dans notre pays est encore condamnée. Mais donc, nous avons stoppé ça. Pourquoi? Parce que le Cameroun a oublié qu'il n'avait pas ratifié un certain nombre d'accords internationaux qui régissent la loi d'adoption. Quand quelqu'un, par exemple, vit en Europe, en France, qui vient d'ouvrir la possibilité d'adopter aux homosexuels, obtient ce que l'on appelle un agrément en vue d'adopter un enfant. C'est-à-dire qu'une structure vous consulte pendant un certain nombre de temps, ensuite vous délivre un agrément en disant « Monsieur Gilles Lobo, à partir de maintenant, vous êtes autorisé à chercher un enfant partout où vous en trouverez un. La France va vous accompagner. » Une fois que vous trouvez donc un enfant au Cameroun, que vous soyez homosexuel, que vous soyez lesbienne, bon, le Cameroun accepte de vous donner un enfant sur la base du document qui vous a été délivré par votre pays. Nous avons dit au gouvernement, vous ne pouvez pas aller comme ça. Parce que vous allez déstructurer la famille seulement chez nous. Vous savez qu'il y a deux types d'adoption. Et si à l'intérieur du pays, nous pouvons adopter des enfants. Moi qui suis par exemple Mvogada, si par exemple une fille Mvogada abandonne un enfant et que cet enfant-là est adopté par vous, vous n'êtes pas Mvogada. Dans 20 ans, est-ce que un Mvogada peut venir épouser cet enfant-là qui, à l'origine, a du sang Mvogada dans ses veines. Donc c'est tout cela qu'il fallait étudier. Il fallait l'étudier sur le plan anthropologique, il fallait l'étudier sur le plan sociologique, ensuite donc encadrer tout cela avec l'arsenal juridique qu'il faut. C'est ça, faire un travail politique. Et moi j'appelle tous les jours les leaders politiques dans notre pays à travailler dans ce sens-là. Au lieu de passer tout simplement du temps à dire Biyam Mosgo, Biyam Bosgo, sans apporter au gouvernement la critique, la masse critique constructive qui doit permettre à notre pays d'avancer. Justement, on peut donc comprendre que vous êtes un parti politique de proposition et non d'opposition. Alors, avec les autres formations politiques, comment vous évoluez? On ne vous voit pas avec les autres, certainement, pour vous mettre ensemble et faire des bonnes propositions, ou alors faire des propositions tout court au gouvernement. Je rencontre beaucoup de leaders de partis politiques. Peut-être pas officiellement, mais je rencontre beaucoup de leaders. Vous savez que le mouvement camerounais pour la social-démocratie, quand nous sommes allés à la présidentielle, nous étions un regroupement de 6 partis. Et aujourd'hui, nous sommes en dialogue, par exemple, avec M. Olivier Billet, pour aller aussi, pour élargir notre champ d'action, pour que nous soyons 6, 7, voire 8 partis politiques pour aller aux élections municipales et législatives. Parce que ce sont les seules élections auxquelles nous allons nous présenter. Les sénatoriales, nous pensons que le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. Le Sénat est une chambre d'enregistrement et rien d'autre. Or, donc, aujourd'hui, on fait quoi avec un Sénat? Nous avons une Assemblée nationale avec 180 députés. Ce qu'il faut pour 20 millions d'habitants, ce qu'il nous faut, c'est de passer de 180 à 240 députés qui vont véritablement travailler et obliger. Quand nous allons entrer à l'Assemblée nationale, nous allons obliger le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général à prendre un arrêté qui demande à chaque député d'avoir au moins 5 collaborateurs. Vous ne pouvez pas être député dans un pays sans attaché parlementaire. Voilà, si vous multipliez, M. Gilles Lobo, 180 multiplié par 5, c'est autant d'emplois qu'il y a à créer dans ce pays. Qui va les payer? Who pays them? L'Assemblée nationale. Mais on va prendre dans les émoluments des députés, dans les microcrédits que l'on accorde aux députés. On va prendre de l'argent dedans pour payer. Mais M. Gilles Lobo... They're already saying that the microcredits are too minimal. Monsieur Joseph Adam, soyons un tout petit peu sérieux. Qu'est-ce que vous voulez?
Allez, prenons n'importe quel nom à l'Assemblée nationale. Prenons Claude Feuteux. Ce monsieur-là est un homme d'affaires. Vous pensez qu'il peut voter des lois qui visent à diriger un pays? Mais soyons un tout petit peu sérieux. Pourquoi? Nous avons à l'Assemblée nationale des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Vous le savez. You should ask the electorate. Nous irons en élection. Nous irons en élection et ce que je dis, c'est que dans notre pays, nous avons besoin des députés qui travaillent. Et pour travailler, il faut avoir But it is the electorate that put the members of parliament there, that elect their MPs. It is the population and not, you know, any particular group of persons. It's the general public. L'élection à l'Assemblée nationale est une élection ouverte pour tous, Monsieur Joseph Adam. Nous allons aller en élection municipale et législative. Ce sont les seules élections de proximité qui comptent. But according to the law, you are still struggling to get, you know, the councils and to get the seats at the National Assembly, and so you are forbidden to run, or you are not qualified to run for the senatorial elections, and that we understand. Is it because you are not qualified that you are discrediting the Senate? Non, ce n'est pas parce que nous sommes disqualifiés ou tout simplement. Nous estimons, en tant que mouvement politique, que le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. Mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, de Normal Sup, de Sciences Po pour le comprendre. Le Cameroun n'a pas besoin. La Chambre, ce qu'on appelle le Sénat, c'est quoi? Dans d'autres pays, ça s'appelle le bureau des sages, n'est-ce pas? Donc, on veut donner de l'argent aux chefs traditionnels, aux anciens ministres qui n'ont plus rien à donner. Mais le Cameroun est un pays qui doit se construire. Le Sénégal vient de dissoudre son Sénat parce qu'on a découvert que ça ne sert à rien. Tant que nous n'avons pas des moyens d'avoir un Sénat, tant que nous ne sommes pas un pays véritablement en mouvement pour le développement, nous n'avons pas besoin de Sénat. Nous avons besoin de députés qui sont prêts, qui sont proches du peuple. Et c'est parce qu'ils sont proches du peuple qu'ils vont porter les doléances de ce peuple-là pour développer notre pays, pour voter des bonnes lois. Vous savez ce que font les sénateurs? Les sénateurs, après que les députés aient voté une loi, on porte les textes votés et on amène chez les sénateurs pour leur poser la question, est-ce que vraiment ils ont voté en toute sérénité pour la bonne marche d'un pays? Vous savez que c'est très faux. D'autant plus, permettez Gilles Lobo que je chute par là, que les lois dans notre pays émanent de qui? Émanent de la présidence de la République. Donc, ce ne sont pas les députés qui rédigent les projets de loi. C'est des conseillers techniques à la présidence, c'est des conseillers techniques au premier ministère qui rédigent les textes de loi. Donc, quand ça va aux députés, à l'Assemblée nationale, c'est pour cela qu'on a toujours dit que l'hémicycle de Ngouaekele était fait pour simplement applaudir ou tout simplement pour voter. Il n'y a jamais eu de rejet de loi venue de la présidence de la République. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire avec un Sénat? Alors, est-ce que ce ne sont pas ces sons discordants qui confortent le RDPC dans sa position? Vous êtes contre le Sénat. D'autres formations politiques, notamment de l'opposition, sont pour le Sénat. Il y a même la communauté internationale, on va le dire comme ça, je crois la France et même les États-Unis, qui demandent au président Paul Biya de mettre en place les institutions prévues dans la Constitution. Alors, est-ce que ce ne sont pas ces sons discordants qui aident le RDPC, qui confortent le RDPC dans sa position actuelle? Il y a deux types de mouvements. Il y a trois types de mouvements politiques dans notre pays. Il y a le RDPC, donc le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec son programme politique qui est pour le libéralisme communautaire, avec un fort accent sur le libéralisme, c'est-à-dire ce sont des ultra-libéraux. Et de l'autre côté, vous avez une opposition bouffonne, dans laquelle vous retrouvez l'UNDP, le SDF et tout ça, qui sont là pour aider le RDPC à noyer le Cameroun. Ah bon? Et de l'autre côté, donc, vous avez une opposition responsable, que nous... À laquelle vous appartenez? Que nous, avec beaucoup de modestie, nous incarnons. Parce que, oui, avec mon parti, avec d'autres partis politiques... For example? Je vous ai cité tout à l'heure le cas Olivier Billet, où nous faisons en fait de réelles propositions parce qu'on ne fait pas la politique pour nous-mêmes. Nous faisons la politique pour le peuple camerounais. Nous ne faisons pas la politique pour la France. Nous ne faisons pas la politique pour les États-Unis. Les dispositions constitutionnelles dans notre pays qui demandent la mise sur pied d'un Sénat, c'est en fait
une caricature de la Constitution française, vous le savez. Ça ne correspond pas aux besoins de notre pays aujourd'hui. Le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. Et je vais vous montrer jusqu'où cette affaire est ridicule. On convoque le corps électoral pour le 27 juin prochain. Pour élire qui? Les députés, les sénateurs ou les conseillers municipaux? Le président de la République a dit qu'on va d'abord voter, on va d'abord aller en élection pour les sénateurs. Or, les sénateurs sont élus par le collège des grands électeurs. Le collège des grands électeurs, c'est qui? Ce sont les conseillers municipaux et les députés et un certain nombre de chefs traditionnels. Or, le mandat de ces conseillers et de ces députés est caduc depuis... Donc, le président de la République va faire quoi là? Leur mandat a été prorogé. Non, mais il a été prorogé de 6 mois, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'au mois de juin, il est caduc. Donc, ils ne peuvent pas voter pour les sénateurs dans notre pays. Donc, j'invite les forces politiques en présence dans notre pays à stopper de jouer avec la vie et l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Il faut maintenant que nous fassions la vraie politique, celle qui s'occupe des populations. Pour cela, il faut mettre fin au Sénat. Le président de la République a la capacité, il a le pouvoir. C'est lui qui a été élu par le peuple camerounais. Il doit prendre la parole et dire que nous n'avons pas les moyens d'avoir un Sénat et que maintenant, nous allons aller en élection pour élire les conseillers municipaux et pour élire les députés. Et pour élire les députés, il faudrait que nous passions de 180 à 240 à peu près députés et exiger que ces députés-là... Est-ce que le problème n'est pas au niveau du calendrier, sur le manque de visibilité du calendrier électoral au Cameroun? On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura les élections législatives et municipales et même les sénatoriales. Non, pour les sénatoriales, ça a déjà été annoncé. Disons que ce n'est pas le président de la République qui fixe ce calendrier-là. Il faudrait qu'on sache lire aussi les textes. C'est Elecam qui fixe la date et la propose donc au président de la République. Et une date a déjà été proposée, c'est celle du 27 juin prochain. Mais je dis que nous n'avons pas besoin de Sénat. Le Sénat, ce n'est pas notre affaire. C'est quelque chose qui ne correspond à rien dans notre pays aujourd'hui. Les Camerounais ont faim. Les Camerounais, et pour sortir les Camerounais de la famine, il faut que leur doléance parte du bas vers le haut. En ramenant donc l'administration près des administrés, les députés et les conseillers municipaux comprendront quels sont véritablement les problèmes des populations. Regardez par exemple le cas de Mimboman, où nous avons le seul quartier de Mimboman à un diamètre de 45 km. Dans ce quartier-là, il y a 17 collèges et écoles. Ce qui veut dire que dans chaque matin à Mimboman rentrent à peu près 40 000 jeunes. Il y a 5 paroisses catholiques à Mimboman. Je n'ai pas pu voir des mosquées, je n'ai pas pu voir les églises protestantes, mais je parle de ce qui est visible. Et dans Mimboman, vous n'avez aucun service déconcentré. Vous n'avez pas une annexe de mairie. Et ça fait toujours Yaoundé 4e. C'est trop grand. Nous avons demandé hier, lors d'une messe écuménique et dans une note que nous avons adressée au président de la République, nous avons demandé que soit créé à Mimboman un arrondissement, que soit créé 3 commissariats dans ce quartier-là, que certains services soient déconcentrés, soient délocalisés à Mimboman, pour que les enfants aient des activités. Les autres quartiers vont aussi revendiquer. Mais bien évidemment, mais c'est ça qu'on appelle le développement. Vous pensez que le développement, c'est quoi? So Stanford, let's come back to politics. In less than 4 days, the registration of electoral voters voters on the electoral list will come to an end. That will be on the 28th of February. Have you been involved in the registration of potential voters? Je n'ai jamais invité les membres de mon parti politique à aller s'inscrire sur les listes électorales. Why? Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas une activité qui convient aux partis politiques. Voter n'est pas un droit. C'est un devoir citoyen. C'est à nous de choisir ceux qui doivent nous aider à diriger ce pays. N'est-ce pas, M. Gilles Lobo? Alors, si vous êtes d'accord avec cela, il faut tout simplement organiser des campagnes de sensibilisation. À partir du moment où l'on a introduit les partis politiques, j'écoutais l'autre jour, il y a 2 jours, le directeur adjoint du cabinet civil qui était chez lui
dans l'Est du Cameroun, M. Joseph Anderson Lé, et qui disait, nous sommes 3e, nous avons pour ambition de passer premier, mais ce n'est pas une compétition. Les inscriptions sur les listes électorales. D'abord, comprenons les mots. Nous sommes dans une situation de refonte des listes. La refonte signifie quoi? Ça signifie que l'on remet tout à plat. On n'a pas un objectif à atteindre. Le chiffre de 7 millions a été avancé par Feu Kungu et Dima Ferdinand quand il était ministre de l'AT. Et aujourd'hui, on se promène avec cet objectif comme si ça signifiait quelque chose. Nous pouvons aller en élection, même avec 1 million d'électeurs. Mais il faudrait que les règles établies soient respectées. Ça signifie quoi? Ça signifie que on a dit, la loi dit qu'on ouvre les inscriptions sur les listes électorales le 1er janvier et que ça se ferme en décembre. Ce qui est en train de se passer là ne ressemble à rien. Ça Mais les partis politiques sont les acteurs du processus électoral. Est-ce que les partis politiques n'ont pas un rôle à jouer dans cette sensibilisation auquel vous faites allusion? Non. Les partis politiques sont des partenaires de l'ECAM. Ça signifie que de temps en temps, l'ECAM nous appelle et nous consulte et nous pose des questions et nous leur donnons nos propositions. Mais par la suite, c'est à eux de sensibiliser les populations. Comment voulez-vous? Moi, je ne me suis jamais présenté à une élection pour diriger mes sympathisants. Je me présente à une élection présidentielle, par exemple, pour diriger le Cameroun. Si je suis élu député, c'est député d'une circonscription. Ce n'est pas député d'une circonscription des électeurs du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Pour une élection, vous comptez d'abord sur vos militants? Non. Pour une élection, quand on fait la politique, on compte sur l'ensemble de la population. On est élu sur la base d'un programme et non sur l'étiquette d'un parti politique. Le parti politique est ce qui vous permet de vous présenter. Qui vous investit. Voilà, qui vous investit. Mais quand vous allez faire campagne, vous allez faire campagne avec vos idées pour rassembler le plus grand nombre. Et une fois que vous êtes élu, la toute première parole que vous prenez, c'est pour dire à ceux qui vous ont élus et à ceux qui ne vous ont pas élus, maintenant, je vais travailler pour vous. C'est pour cela qu'il faut chasser le RDPC de Elections Cameroun. But instead for that, these people have to register, else they will not vote you. Who is going to sensitize them to register? Non. Écoutez, because that is one of the first. That is one of the first role objectives of a political party, to sensitize, supporters in particular and the general public to register on the electoral list. Mes militants travaillent pour autre chose. They are not obliged to vote. That we know, but you need to sensitize them to register. Je dis que mes militants, ils sont sensibilisés à la citoyenneté et non au militantisme. Ils sont sensibilisés à la citoyenneté et non au militantisme. Parce que vous voyez ce qui se passe là, c'est pour cela qu'il y a des tueries. Vous savez qu'il y a un parti politique, le SDF notamment, où il y a eu des militants qui se sont entretués. Ils ont oublié qu'ils sont Camerounais avant tout. Avant et après tout, nous sommes des Camerounais. Les différentes étiquettes. Je reconnais que le RDPC est un parti de droite. Que le mouvement camerounais pour la social-démocratie est un mouvement de centre-gauche. Donc, ce qu'on appelle sous d'autres cieux la démocratie chrétienne. Donc, je reconnais que le SDF se veut un parti de gauche, même s'il a été fondé par des transfuges du RDPC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? Il faut qu'arrive aux affaires un parti politique comme le nôtre. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique qui encourage l'État à continuer à accompagner les plus faibles et qui lui-même encourage l'initiative privée. Or, pour le libéralisme communautaire, nous a amené à avoir des acteurs de la vie économique et politique qui sont tout simplement des voraces. C'est-à-dire que la seule phrase qui résume le RDPC, c'est que chacun puisse faire ce qu'il se croit capable de faire pour survivre. Et pour cela, les loups sont sortis, une meute de loups est sortie et s'est emparée de tout. Voilà pourquoi nous avons dans ce pays une extrême minorité qui contrôle 90% de la fortune publique et des richesses de notre pays. Et nous avons 90 autres %
de la population qui vit dans l'extrême misère. Mais il y a quand même un problème qui se pose, une certaine désaffection observée auprès des populations vis-à-vis de la chose électorale. D'où cette campagne de sensibilisation pour amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce qui peut expliquer cette désaffection selon vous? C'est parce que les Camerounais ne font plus confiance aux acteurs politiques. Et le travail que nous avons à faire, c'est d'aller dire aux populations camerounaises que nous avons besoin d'elles, comme elles ont besoin de nous. Vous avez vu la campagne que moi, avec mes militants, nous avons engagée pour le lac municipal. Vous avez couvert cet événement. Nous sommes allés déposer une gerbe de fleurs au lac municipal en montrant aux populations que le lac municipal ne devrait pas être un champ de tir où l'on assassine impunément. Depuis, il n'y a plus eu de mort au lac municipal. Depuis le mois de mars 2012, il n'y a plus eu de mort au lac municipal. Et nous avons obligé quasiment le gouvernement à aller chercher des fonds pour réaménager le lac municipal. C'est cela faire la politique. Les populations ont besoin de savoir. Il ne faut pas oublier que la population camerounaise est à près de 65% encore rurale. On a besoin de leur expliquer. Monsieur Gilles Lobo, comment allez-vous parler d'un bulletin de vote rose aux populations de chez vous qui ne s'expriment ni en français ni en anglais? C'est des choses comme ça qui concernent les partis politiques. Donc nous avons, nous acteurs politiques, un travail énorme à faire. Un travail pour reconquérir les électeurs, pour sensibiliser les populations à la chose politique. Mais ELECAM, qui est une structure indépendante, ne doit pas être inféodée à un parti politique, comme cela se passe aujourd'hui avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Yes, Jules Lobo will take a pause to announce yet another report. When we shall come back, we shall also continue to talk about politics. We still have national security issues and, of course, Bebe Vanessa to discuss in the next 40 minutes that we have on this program. Now to talk about the extractive industry. During the week, the private extractive industries, more precisely the Extractive Industry Transparency Initiative, made certain promises to the Cameroon government. And, of course, government was represented by the Minister of Finance, Alamin Ousmane Mey. William Kamjo sat through that event and now report for T-Krazi. 172 billion CFA francs and 512 billion CFA francs. These figures represent the amount allocated to the government by the private extractive industries, respectively, for 2009 and 2010. The information was given during the presentation of the 2009-2010 conciliation report by the Extractive Industry Transparency Initiative, ET, at the Yaoundé Hilton Hotel. The ceremony was presided over by the Minister of Finance. Alamin Ousmane Mey could not contain his joy and his gratitude toward the instigators of this project. Our file was rejected because of some weaknesses, and this is today a result because we have gone through all these weaknesses, and the conciliation report, which is going to be shared with the public opinion today, show that we have really covered all these weaknesses in terms of perimeter on the payment made by the extractive industry, including all these enterprises in this domain, and bringing in some of the enterprises, which is CODCO, for instance, Razel, and our administrative entities join also this initiative. I'm talking of custom authorities. So this is to show that we want to really transparently give to the opinion, to public opinion, all the necessary information on the revenue derived from the extractive industries and the use made by the Cameroon government to make sure that we are compliant. Because at the end of the day, it's about increasing our attractivity, increasing our investment coming from outside because of the statute of Cameroon becoming a country which is conform. This will help us achieve the objective set by the head of state in terms of attracting foreign direct investment to develop our country and to make it be an emerging country in 2035. From this report, we can note a sustainable progress in the various amounts. All the extractive companies and government entities have given certified informations according to the international norms and regulation. It should be noted that the difference between the payment of some extractive industries and the state incomes is less than the fixed 50 million CFA francs. A communication campaign will therefore be launched all over the country to make this report accessible
and comprehensive for the entire public. Even though the committee is satisfied with the published report, more still needs to be done to realize the process and ameliorate the quality of the 2011 report that will be published in the days to come. William Kamjo for that report. Professor Sosten Foda, when you look at the extractive industry in Cameroon, it is expected to give Cameroon the much needed development. Do you think it is well managed, it is transparently managed? Vous savez, c'est comme avec le pétrole. Pendant très longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de transparence et les politiques avaient toujours expliqué qu'on ne pouvait pas dire aux Camerounais ce que nous rapporte le pétrole parce que sinon on allait devenir paresseux. Et à force de nous endormir là-dedans, on s'est embourbé et jusqu'aujourd'hui personne ne sait ce que nous rapporte le pétrole. Il en est donc de même aujourd'hui des ressources minières en fait, parce que c'est de cela qu'il s'agit, des ressources minières dans notre pays. Il y a un manque de transparence, mais c'est un manque de transparence codifié par ceux qui nous gouvernent. Bon, maintenant, est-ce que c'est une politique que nous encouragerons, nous, si nous arrivons aux affaires? Je ne crois pas. Je pense que même au niveau des attributions, en fait, de l'eau d'exploitation, il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui est-ce qui fait quoi. Parce que sinon, on laisse libre cours à la rumeur. Vous savez qu'il y a un leader de parti politique qui est en prison dans ce pays en ce moment parce qu'il est accusé d'avoir distrait de l'or ou du diamant dans l'est du Cameroun et d'être allé le vendre en Chine ou au Japon. Et donc personne ne sait exactement de quoi il s'agit. On nous a dit à un moment donné que le Cameroun était aujourd'hui l'un des plus grands, en fait qu'on avait le plus grand gisier de diamants. Et puis il y a eu des problèmes avec des Coréens, on n'a pas su ce qui s'est passé. Il faudrait gouverner, en fait, c'est aussi la transparence. Les Camerounais ont besoin de savoir ce qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'ils vont prévoir, qu'ils vont se projeter dans l'avenir. Il est inadmissible que les petits pays autour de nous, tout en respectant ce qu'ils sont, se développent et ce que nous n'avons pas autour de nous. Ce n'est pas normal. Qui est-ce qui peut penser que, par exemple, il y ait du pétrole au Gabon et qu'il n'y en ait pas au Cameroun? Qu'il y ait du pétrole en Guinée équatoriale et qu'il n'y en ait pas au Cameroun? Qu'il y ait des diamants en République centrafricaine et qu'il n'y en ait pas au Cameroun? Donc, tout le monde sait que c'est un marché de dupes. Bon, maintenant... Est-ce qu'il n'y a pas quand même des efforts qui sont faits au niveau du gouvernement par rapport à cette transparence-là? De temps en temps, il y a quand même des chiffres qui sont donnés, qui sont publiés. Le problème, ce n'est pas au niveau de la publication des chiffres. C'est d'abord la date du début d'exploitation. Depuis quand exploite-t-on le diamant, enfin, toutes ces ressources minières-là, depuis combien de temps on les exploite dans notre pays? Une fois que l'on a dit depuis combien de temps, on va nous dire que les domaines d'exploitation ont été confiés à tel ou tel ou tel, suivant tel ou tel type de contrat. Voici ce que cela nous rapporte. Vous ne pouvez pas, monsieur Gilles Lobo, j'espère que vous avez déjà visité l'Est Cameroun. L'Est Cameroun où l'on prend les grumes, mais où l'on prend aussi le diamant, le fer et tout ce que vous voulez. Mais c'est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. C'est vrai que le Cameroun, c'est déjà la grande misère. Mais quand vous êtes à l'est, pour partir de Lomé, Anguilla, ça fait à peine 140 km et vous en avez pour 6 heures, 8 heures de temps. Ce n'est pas normal. Et dans ces régions-là, vous avez des ministres qui sont originaires de là et qui viennent toujours avec des grandes voitures, des grosses voitures. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie chez les Bantous. La sorcellerie consiste... Because a minister is for the nation, and not for a region. Non, je dis, mais le ministre, même s'il est issu, même s'il il travaille pour la nation, il est originaire de là et il porte des dossiers en disant, vous ne pouvez pas laisser telle localité s'enfermer comme elle est là. Je vous dis que l'Est du Cameroun, c'est invivable. Pour partir, c'est-à-dire que quand vous pensez un seul instant que vous allez partir à l'Est, vous tombez malade. Il y a un gros problème. Donc, je vous disais que la sorcellerie consiste justement à faire croire aux gens que tout va bien, comme Gilles Lobo est en train de le faire en ce moment, c'est-à-dire que le gouvernement fait un effort de transparence, tout en voyant combien de fois les populations s'enferment et s'enlisent dans la misère. I will agree with you when you say the East is a less developed region in relation to the wealth it has, but not in relation to the ministers that are coming from there. Because in 2009, I visited southeast
of Cameroon, Yes. Salapumbe, right down to Njembe, where you have the borders with the Congo. And I truly discovered that the place is poor, yet it is the richest zone in Cameroon. I think the problem is not with the people who come from there, it is with the policy, the entire policy of the nation, that, for example, we exploit timber from that area, but we cannot construct roads, we cannot construct hospitals and schools. Mais nous avons ouvert cette émission sur les accords de coopération. Vous ne pouvez pas aller exploiter quelque chose dans une région sans contrepartie. Ça doit être inclus dans le cahier de charges. C'est cela gouverner, Monsieur Joseph Adon, Gilles Lobo. C'est cela gouverner. Mais nous ne gouvernons pas. C'est-à-dire que vous avez vu le chef de l'État en France. Vous pensez que ce monsieur de 80 ans a passé tout le temps à recevoir, à expliquer au MEDEF pourquoi il était là. Pendant ce temps, les ministres faisaient quoi? Ils n'avaient préparé aucun dossier. J'ai même appris qu'on a dû faire venir quelqu'un, un directeur qui était au Cameroun, pour venir au secours d'un ministre qui ne comprenait pas. On a vu un ministre bafouiller devant les caméras pour une question qui était posée d'ailleurs par une de ses compatriotes qui essayait de lui dire est-ce que vraiment le Cameroun est un meilleur risque aujourd'hui pour les investisseurs français, mais il ne comprenait rien. Est-ce que le président de la République qui dirigeait la délégation leur a permis de préparer ces dossiers? Parce que semble-t-il, beaucoup d'entre eux ne maîtrisaient même pas le chronogramme ou le programme de ce voyage-là. Quand vous êtes un ministre, vous devez être prêt tous les jours. Vous n'avez pas besoin. Mais oui, vous savez, un jour, mon père me racontait qu'ils avaient accompagné le président Amadou Ahidjo au Gabon pour une visite, et que le président Amadou Ahidjo s'était levé à 3 h du matin et cherchait un collaborateur avec qui discuter. Et il a frappé à plusieurs portes. Les ministres étaient partis danser en boîte, étaient sortis, et voilà, il est allé retrouver son médecin et ils ont échangé ensemble. Non, quand vous dirigez un ministère, quand vous avez un poste de responsabilité, vous devez être prêt à tout moment. Déjà que tout le monde sait que cette visite du président de la République était préparée, était souhaitée, était espérée, et on savait que ça devait être une visite à but économique. Donc, chaque ministre en charge d'un dossier et qui devait accompagner le chef de l'État devait être prêt. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Et je vous assure que, vous savez, j'ai déjà participé à des accords de négociation à toute plus petite échelle. Les jumelages entre villes. Un maire qui part d'une petite localité, par exemple de Yaoundé 2, pour des accords de coopération avec une ville à Lyon, au 2e arrondissement de Lyon, il s'amène seul. Quand le conseil municipal entre, ils sont 50, chacun avec un dossier. Et ils sont extrêmement déçus de découvrir que le maire est venu demander 25 lits pour un dispensaire, alors que chacun vient dans la délégation française avec un dossier bien précis en disant voici ce que nous pouvons vous apporter, voici ce que nous attendons de vous. Voilà de quoi il s'agit. Je vous ai dit, monsieur Gilles Lobo, qu'un décret ne confère pas la connaissance et le savoir. Le décret vous permet simplement d'être à la tête d'une structure pour avoir une capacité de synthèse rapide. But most of our ministers are graduates from ENAM. And what you are saying, it is in line with what the minister just said in that report done for us by William Kamjo. He said their file was rejected, and so many other experts have also criticized the government for, sending forward officials who do not understand anything in negotiation. Do you think that this actually contributes to the underdevelopment that we are facing today? Non, je ne crois pas. Quand on a fondé... We take the example of even the World Bank. Somebody confessed the other day that she was involved in a negotiation, deal with the government, but all those who came from the government bench, they were all ignorant about the basic economic concepts. Oui, mais vous savez, ces choses-là sont comme ça. C'est pour cela qu'on a des collaborateurs. L'ENAM a été fondé a été créé en fait pour donner à l'État des hauts commis. Je crois que c'était en 1975. Et depuis cette époque-là, on n'a même pas revu la structure de fonctionnement, c'est-à-dire des enseignements qui sont dispensés à l'ENAM. Puis, vous devez savoir que l'ENAM elle-même, aujourd'hui, doit être reformée, au moins en 3 voire 4 écoles. Et je vais vous montrer pourquoi. L'ENAM
à elle seule, forme les administrateurs civils, forme les inspecteurs du trésor, forme les inspecteurs de douane, forme les magistrats. C'est pour cela aussi qu'il y a la corruption dans notre pays. Monsieur Gilles Lobo, vous êtes journaliste. Si vous avez été dans mon école avec moi à Lille, quel que soit l'endroit où vous êtes, quand vous avez un problème, si le dossier arrive chez moi, je vous appelle, je vous dis, vieux frère, je viens de voir un dossier passer là qui vous concerne. Or, aujourd'hui, il faudrait que l'école du Trésor soit formée, soit séparée de l'ENAM, que les administrateurs civils soient séparés des magistrats, que toutes ces écoles-là soient dispatchées dans la République et que l'on instaure de nouveaux enseignements dans ces écoles-là qui tiennent compte de la nouvelle gouvernance du monde. Mais il y a des ministres là qui n'ont pas été formés à l'ENAM. Le ministre des Finances, il n'est pas un produit de l'ENAM. Il y a plusieurs qui ne sont pas un produit de l'ENAM. Mais c'est parce que, en fait, le logiciel de gouvernance dans notre pays est dépassé. Ce logiciel de gouvernance respecte une forme pyramidale qui veut que celui qui est au sommet a la science infuse et ne consulte pas Let's come back. Maybe last questions on politics. Vous voulez donc dire que l'ENAM, par exemple, est à la base ou à l'origine du problème que connaît le Cameroun aujourd'hui, sur le plan de la gouvernance, bien entendu? Je vais dire qu'en réalité, le logiciel avec lequel ceux qui nous dirigent, et s'ils sont sortis de l'ENAM, ce logiciel-là est dépassé et ne correspond plus à la gouvernance moderne. Mais l'ENAM a vocation à rester. Donc l'ENAM devrait tout simplement être reformé. On devrait parler d'une école d'administration. Et de l'autre côté, on doit avoir une école qui forme des inspecteurs du Trésor, une autre qui va former les magistrats. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays. Vous pensez que, regardez autour de nous, regardez au Gabon, regardez en Guinée équatoriale, regardez au Congo, il n'y a pas une école là-bas qui s'appelle l'ENAM et qui forme tout le monde, qui est un fourre-tout. Pourquoi le Cameroun veut toujours faire comme si nous, on devait inventer la poudre à fabriquer la bombe atomique? Yes, sir, before we talk about national security, Jules Lobo, I want to find out from you. Last 2 years, you declared on this program that you will run for the post of the mayor in Akono. How far have you been working towards getting there? Nous travaillons. Ce n'est pas ici que nous allons dévoiler tout ce que nous faisons. Nous essayons, je conduirai une liste. Je conduirai une liste, que ce soit à Akono ou à Yaoundé 1er ou Yaoundé 2. Nous conduirons une liste. Parce que... So you are gradually changing your position. Vous n'êtes pas encore fixé sur la... You are gradually changing your position because last 2 years you declared, you said it's Akono. C'est le parti politique qui vous affecte à un siège bien précis. J'aurais bien voulu concourir à une mairie rurale. Ça m'intéresserait. Bon, maintenant, quand le bureau politique va se réunir, on va me dire, conduisez cette liste. Déjà que je sais que je serai le coordonnateur national de tout ce mouvement-là pour diriger notre parti vers ces élections. Et il faudrait, et ça, je profite de votre question pour dire que être maire, c'est d'abord avoir une majorité municipale. Donc, je sais que Vincent Sostène Fouda, s'il est candidat au poste de conseiller municipal, il sera élu. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera élu maire. Il faudrait qu'il ait une majorité. C'est pour cela que je dis, j'appelle aujourd'hui les Camerounais à se prononcer au sein de notre parti ou autour des sympathisants pour que, si nous voulons par exemple prendre la mairie d'Akono qui compte 24 conseillers municipaux, il faudrait que nous ayons au moins la majorité qui nous permet donc de présenter un candidat en interne pour la mairie. C'est comme cela que ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ou qui me téléphonent, qui me disent « Je voudrais être candidat, est-ce que c'est vous qui allez payer la caution pour nous ?» Je dis « Mais non, le parti politique est là pour présenter vos candidatures. Une fois que vous nous dites « Je veux être candidat », nous enregistrons et nous vous disons « Nous ne présenterons des candidats dans votre circonscription que si nous avons le quorum total. Si nous avons 24 candidats, alors nous présenterons une liste pour Yaoundé 1er. Si nous avons 34 candidats, nous prendrons Yaoundé 4. C'est comme cela que ça se passe. Si nous le faisons, c'est parce que vous avez vu par exemple Edith Kabangwala.
elle est conseillère municipale dans une mairie à Douala. Mais en fait, on ne la sent pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas une capacité, même de simple nuisance. Or, nous avons aujourd'hui besoin qu'un certain nombre de partis arrivent aux affaires. Et les affaires, ça commence par une gestion de proximité, la mairie, et ensuite on va vers les législatives. Okay, Julie Lobo, with your permission, we can take on our next very brief topic, the affair Vanessa baby, the stolen baby that was about 2-3 years ago, and Sustain for that was at the forefront. Where are we now with the issue, the problem of the stolen baby? Le problème de Vanessa Tchatchou est toujours pendant. Seulement, j'ai remarqué quelque chose dans notre pays, c'est le renversement en fait de pensée. Vanessa Tchatchou est une victime et l'on a réussi à retourner l'opinion publique contre mademoiselle Vanessa Tchatchou et contre nous qui défendions mademoiselle Vanessa Tchatchou. Je voudrais donc dire ici avec gravité et solennité que le bébé de Vanessa Tchatchou est en vie et que ce bébé-là est détenu par la magistrate. La magistrate n'a jamais été enceinte. Elle le sait. Le gouvernement camerounais le sait. Je vais même aller plus loin. Cette magistrate-là vit avec un Vokfouda de Mbankomo. Je vous invite à prendre vos caméras et à vous rendre en Mbankomo et à faire le micro-trottoir en posant la question la plus élémentaire. Cher monsieur passant, êtes-vous originaire de Mbankomo? Il vous dira oui. Êtes-vous Vokfouda? Oui. Est-ce que madame la magistrate là, qui est votre belle-sœur, qui est votre belle-fille, est-elle jamais venue ici enceinte? La réponse sera non, 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 non. Maintenant, il revient au peuple camerounais, au gouvernement camerounais, de restituer à mademoiselle Vanessa Tchatchou son bébé, et ce ne sera que justice. Je vais interroger votre conscience, monsieur Gilles Lobo, monsieur Joseph Adon. Quand vous êtes Camerounais, je sais que c'est vous qui posez les questions. Si vous perdez votre enfant maintenant, je vous dis, si votre femme accouche et que le bébé meurt, vous allez l'enterrer où? Je souhaite avoir une réponse de vous. Comme vous avez dit, c'est nous qui posons les questions. Oui, alors, l'enfant de la magistrate peut bien être l'enfant de quelqu'un d'autre et non l'enfant de Vanessa Tchatchou? Non. Pourquoi non? L'enfant, parce que, je vais vous dire une chose. J'ai écrit à toutes les paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé. J'ai écrit à tous les pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise de Yaoundé pour qu'on me retrouve, parce qu'un nom a été évoqué, une certaine Laetitia Anaba qui aurait abandonné un enfant à l'hôpital central le 15 août et que ce serait cet enfant-là qui serait détenu par la magistrate. Ce n'est pas vrai. Je relance ici, vous pouvez donner mon numéro de téléphone, que s'il y a dans ce pays une jeune fille qui s'appelle Laetitia Naba, qui a été votre camarade de classe, que vous avez rencontré, qui a été votre petite amie, alors venez nous dire, moi j'ai dans ma famille une fille qui s'appelle Laetitia Naba, qui a été enceinte à un moment donné. Vous savez, on n'est pas... En Ewondo, on a l'habitude de dire que on ne peut pas cacher une grossesse. Elle finit toujours par se voir d'elle-même. Donc, il y a certainement une fille dans ce pays, une certaine Laetitia Naba, qui a fait un enfant et qui l'aurait donné à la magistrate. Chiche. Trouvez-moi cette fille et je vous donnerai raison. Je vous dis que la magistrate a volé, avec la complicité de Madame Bakambok, ministre de la République, un bébé. Alors, monsieur... professeur Sosten Fouda, est-ce que vous ne faites pas de la récupération dans cette affaire de Vanessa Tchatchou? Parce qu'on a vu, dès que le problème a déclenché, on a vu des leaders politiques comme vous derrière cette jeune fille. Est-ce que ce n'est pas de la récupération? Pourtant, il y a, au-delà de ce problème, les Camerounais, ils sont nombreux qui sont confrontés à pas mal de problèmes. Il y a beaucoup d'autres femmes qui sont aujourd'hui à la recherche de leurs enfants. Monsieur Gilles Lobo, d'abord, il n'y a pas eu de leader politique. J'étais seul, abandonné par tous. J'ai été emprisonné. J'ai été fouetté par la police camerounaise. J'ai été humilié. Vous étiez nombreux derrière cette fille?
Nous n'étions pas nombreux. Par exemple, Chanda Tomne. Par exemple? Je vous dis que nous n'étions pas nombreux. But do you recognize the presence on a vu la DEC, on a vu des jeunes aussi, je des continue étudiants. à vous dire que nous n'étions pas nombreux. Si nous avions été nombreux, mademoiselle Vanessa Tchatchou aurait retrouvé son bébé. Nous n'étions pas nombreux. On a tribalisé cette affaire. On a eu un bloc bamileke d'un autre côté, un bloc anglophone de l'autre côté, un bloc alors qu'il s'agissait d'une question simple. Qui a tribalisé l'affaire? Ceux qui avaient un intérêt là-dedans, un intérêt caché. Les gens n'ont pas voulu que mademoiselle Vanessa Tchatchou retrouve son bébé. Et je vous dis, cheville au corps, main sur le cœur, je vous dis que la question était simple. Pouvons-nous banaliser la souffrance? Pouvons-nous banaliser le cri de l'enfantement? C'est ce cri de l'enfantement-là qui est fondateur de notre humanité. Quand dans un pays, on vole des bébés, Monsieur Gilles Lobo, il n'y a rien de plus douloureux que ça. C'est l'émotion qui doit faire vivre un peuple. Vous êtes, quand je vous regarde droit dans les yeux, vous prolongez ma propre personnalité. C'est ce que j'ai appris d'Emmanuel Lévinas, qui était mon maître de philosophie. C'est ce que j'ai appris de Basile Julia Fouda. C'est ce que j'ai appris de Père Angèle Benvin. C'est ce que j'ai appris de Jean-Marc Ella. Ce n'est pas ça. Il faut pousser un cri libérateur dans notre pays pour que ce qu'on vit aujourd'hui, j'interrogeais hier à la messe une jeune journaliste, votre consoeur, que je n'ai pas vue quand il y avait le problème Vanessa Tchatchou, et qui est venue me voir en me disant, une des filles victimes à Mimboman, c'était ma sœur. Et je lui ai dit, madame, si votre émotion avait dépassé le cadre de votre famille, alors votre sœur peut-être ne serait pas morte. C'est ce qui est vrai. Nous ne devons pas rester silencieux face à la souffrance de l'autre. L'abbé Pierre en France avait poussé un grand cri pour le logement pour tous. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons besoin de pousser un grand cri qui va libérer les énergies positives. Et ces énergies positives-là vont permettre de lutter contre la criminalité, de lutter contre le vol des enfants, de lutter contre les viols collectifs qui sont organisés un tout petit peu partout. On luttera ainsi contre le grand vol. Parce que ceux qui sont à Kondangui aujourd'hui, M. Gilles Lobo, qu'on accuse de grands détournements, Polycarpe Abba, Jean-Marie Atan Mabara, vous avez vu le nombre de jeunes filles de 22 ans qui roulent avec des houmeurs ici dehors. La loi demande que l'on interpelle les receleurs. C'est inscrit dans le code pénal camerounais et il faudrait que ce soit appliqué. Il faudrait que les femmes qui recèlent les biens de cette république soient arrêtées au même titre que ceux qui sont jugés aujourd'hui. Je vois par exemple, permettez que j'achève par là, Monsieur Ongene, Tongo Ongene, qui est en prison aujourd'hui. Il a installé en France des médecins femmes aux frais du contribuable camerounais, qui ont des officines en France aux frais du peuple camerounais. Vous pensez que c'est juste? Alors le peuple camerounais, permettez que j'achève par là, le peuple camerounais se doit aujourd'hui de le revendiquer et de dire que nous demandons au gouvernement camerounais de faire venir dans notre pays notre argent qui a été placé à l'extérieur. C'est cela, avoir du cœur. Vous restez donc dans le combat pour revendiquer l'enfant de Vanessa Tchatchou. C'est clair? Oui. Il n'y a pas seulement l'enfant de Vanessa Tchatchou. Vous savez, dans cette affaire, j'ai traité bien d'autres dossiers qui ont trouvé des dénouements heureux. Une jeune fille a retrouvé son fils en France, qui a été adopté ici au Cameroun depuis près de 15 ans. Mais cet enfant lui avait été volé à Douala. Par le canal de cette affaire Vanessa Tchatchou, nous avons retrouvé cet enfant. Et cette fille qui vit en Allemagne aujourd'hui est en contact avec son fils. Nous ne faisons pas de publicité sur les résultats que nous avons. Mais nous continuons à nous battre parce que il y a un médecin dans ce pays, un pédiatre, qui reçoit tous les jours, enfin, qui reçoit tant que possible le bébé qui est chez la magistrate. Il sait que ce n'est pas le bébé de la magistrate. Le monsieur, il sait aussi que c'est l'enfant de Vanessa Tchatchou? Il sait aussi, parce que, écoutez, en toute honnêteté, parce qu'il faudrait qu'on tombe d'accord, professeur,
sur cette affaire. C'est vrai, vous dites que ce n'est pas l'enfant de la magistrate, mais est-ce que c'est donc l'enfant de Vanessa Tchatchou? C'est l'enfant de Vanessa Tchatchou. Je vous regarde vous avez des dans les yeux. J'ai des preuves. Le commissaire, il y a un commissaire divisionnaire dans ce pays, le commissaire Pierre Nitt, qui a signé des faux documents. Ces faux documents-là, vous allez à la police judiciaire, vous les aurez. Je vous dis que c'est parce que le peuple camerounais a tué l'émotion en lui. Et je vais appeler Mongo Betty, qui a écrit, alors que je n'étais pas encore né, perpétue est l'habitude du malheur. Nous devons sortir de l'habitude du malheur. Et vous savez, quand on s'habitue au malheur, ce que ça a donné plus tard, ça a donné trop de soleil tue l'amour. On retient donc que tous les membres du gouvernement qui ont communiqué sur cette affaire ont menti. Combien de membres du gouvernement ont communiqué sur cette affaire? Notamment le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a menti. Il le sait. What about the court? Because we had a court ruling on that. 2 or 3 persons have been, ceux qui sont en prison. Je vous ai posé une question tout à l'heure à laquelle vous n'avez pas répondu. Vous pensez qu'une petite anglophone, Ngoua Alabi, a volé un enfant qui serait décédé et qu'on serait allé enterrer en Koteng? Qu'est-ce que les anglophones, vous êtes anglophone, qu'est-ce que vous avez à voir avec un Koteng? Si aujourd'hui vous perdez votre enfant, vous irez l'enterrer en Koteng? Soyons un tout petit peu. Même l'intelligence la plus primaire dans notre pays, c'est que ceux qui sont en prison, en réalité, on les a mis en prison tout simplement pour essayer de camoufler cette affaire. Yesterday, you were with the Minister of Women Empowerment and the Family during, the sermon at the Mimboman, following the ritual killings in Yaoundé. Did you try to corner her, to talk to her in relation to Bébé Vanessa, and even about the ritual killings itself? Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'échanger avec le professeur Marie-Thérèse Abena Oundoua, que je connais très bien. Nous avons échangé sur pas mal de sujets, mais hier, c'était une cérémonie de recueillement. De recueillement, comme fils de Yaoundé, je suis allé à Mimboman en voisin, mais aussi en voisin Vogada qui va chez les Baba, qui étaient en souffrance. Je suis aussi parti parce que l'initiative même d'organiser une messe à Mimboman venait de nous. Donc nous sommes partis parce que nous avions un objectif à atteindre. Lequel? Nous voulions d'abord exorciser les Camerounais qui vivent dans la peur, pour qu'ils soient libérés de cette peur-là. Nous voulions aussi réconcilier les morts et les vivants. Les morts qui pensaient être abandonnés parce qu'on n'a rien fait pour trouver leurs assassins. Et nous avons Mais pendant ces crimes, on ne vous a pas vu immédiatement sur le terrain pour ne serait-ce qu'apporter du réconfort à ces familles éplorées. Le premier crime, le premier corps a été découvert le 26. Donc un jour après la nativité, après la fête de la nativité. Donc le 26 décembre, on a découvert le premier corps. Ensuite, il s'est écoulé 1 voire 2 semaines avant qu'on ne découvre un autre corps et puis que ça devienne une épidémie. Une fois que j'ai été informé, je suis descendu sur les lieux avec les membres d'un groupe de réflexion qui s'appelle le CLSC. Donc, commentons les commentaires. Nous sommes descendus. Nous avons passé une journée à Mimboman. Et après cette journée-là, nous avons fait des propositions. Nous n'étions pas là pour réconforter les familles, parce qu'il faut laisser ça aux autres. Ce n'est pas réconforter les familles. Réconforter les familles, ça ne ramène pas les morts. Mais il fallait stopper le syndrome de la mort à Mimboman. Et nous avons fait des propositions. Ces propositions-là, je les ai déjà évoquées ici. Et nous allons continuer à accompagner le gouvernement, à critiquer le gouvernement, à faire des propositions pour améliorer la vie des populations de Mimboman. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés au premier plan hier. Et je suis d'ailleurs un peu amer, parce que j'aurais aimé voir toute la classe politique camerounaise réunie à Mimboman pour dire que face à Hollywood, c'est-à-dire le démon qui veut gagner, nous opposons, face à Halloween, autant pour moi, face à Halloween, nous opposons le Hollywood, l'esprit qui gagne. Parce que dans ce pays, M. Gilles Lobo, on a appris à trouver avant de chercher. Il n'y a pas de crime rituel à Mimboman. Ce qui se passe à Mimboman, c'est un trafic d'organes humains.
Et il faut mettre un terme à cela. Les Camerounais sont pauvres. Et le prédicateur hier a dit que si les jeunes travaillent 8 heures par jour, ils n'auront pas des intentions d'aller assassiner, d'aller violer, d'aller faire tout ce qui se passe à Mimboman aujourd'hui. Il faut trouver des solutions et des solutions durables. Il faut électrifier la ville. Il faut construire les routes. Savez-vous, monsieur Gilles Lobo, qu'à Mimboman vit un général d'armée, le général Ebaka. Savez-vous que vit une douzaine de colonels? Savez-vous qu'il y a une dizaine de commissaires de police dans ce quartier-là? Qu'il y a 32 professeurs d'université, qu'il y a 22 magistrats qui vivent dans ce quartier-là? Comment pouvez-vous, juste dans ce qu'on appelle le dernier poteau, c'est là que vit le professeur Fabien Eboussi Boulaga. Il y a un problème. Ce sont ces grands messieurs-là, cette élite camerounaise, qui a construit des maisons avec des clôtures qui sont beaucoup plus hautes que la toiture de leur maison. Les populations ne se mélangent pas. Nous sommes dans le véritable tanga que décrivait Mongo Betty dans Ville Cruelle. Il y a le tanga nord qui est le tanga des autres, le tanga des riches, le tanga des... Et puis il y a le tanga sud qui est le tanga des pauvres, le tanga des Camerounais qui vivent en Guinée, le tanga des enfants que l'on viole impunément. Now let's conclude the program. Let's conclude the program to talk about the 7 Frenchmen who were, taken under hostage in the north region of Cameroon and taken to Nigeria. Is Cameroon a secured country today? Vous savez, quand un événement comme celui-ci arrive, je voudrais d'abord dire que c'est malheureux. Nous ne pouvons pas dire que le Cameroun soit sécurisé à partir du moment où l'on a enlevé 7 touristes qui étaient chez nous. Mais seulement, le Cameroun n'a pas vocation à mettre un soldat derrière chaque touriste qui vient ici. Mais nous avons à prendre des dispositions pour que ce genre d'événement ne se produise pas. La première disposition qu'il y a à prendre dans notre pays, c'est la création d'une société nationale de gestion des parcs dans notre pays. Si nous créons cette société, elle aura elle-même une force armée. Donc, des jeunes qui sortent des écoles des eaux et forêts, on pourra créer une autre école qui va former aussi ces gens-là, qui pourront donc assurer la garde là-bas, ce qu'on appelle des éco-gardes. Et ils seront intégrés là-dedans. L'autre chose, c'est que nous sommes un jeune État. Et pour cela, nous avons besoin de sécuriser nos frontières. Et ça, en coopération avec les États limitrophes. Or, quand vous regardez la frontière du Cameroun avec le Nigeria, elle est l'une des plus longues qui puisse exister. Et parce qu'on pense toujours que sécuriser, c'est mettre l'armée. Non, sécuriser, c'est aussi apporter le développement. Si les populations s'installent tout au long de la frontière, il y aura donc des échanges et les gens seront en sécurité. Mais si les gens se promènent dans des vastes dunes de sable, bien évidemment, à tout moment, peut surgir un coupeur de route et qui va perpétrer ce que l'on connaît à ce moment. Et moi, je dis avec le mouvement camerounais pour la social-démocratie que je suis derrière le gouvernement camerounais pour cette affaire parce que le gouvernement, l'une des missions du gouvernement est d'assurer la sécurité des hommes et des biens dans son territoire, donc dans notre territoire. Donc ce qui se passe avec l'enlèvement des 7 Français est tout simplement malheureux, mais ça ne veut pas dire que le Cameroun est devenu le Somaliland. Alors est-ce que cet enlèvement-là ne se présente pas comme un complot ou alors une conspiration contre le Cameroun, quand on sait que le président Paul Biya revient à peine d'une visite en France où il a pratiquement vendu le Cameroun, a présenté l'image du Cameroun à l'extérieur et quelques temps après, on assiste à cet enlèvement. Je pense qu'il ne faudrait pas tout ramener au président Paul Biya. Je ne suis même pas certain que ceux qui ont enlevé les Français savent que le Cameroun est dirigé par le président Paul Biya. Pour le moment, en fait, c'est un blackout total. Nous ne savons pas qui a enlevé les touristes français. On a évoqué le cas Boko Haram, on a évoqué le groupe des marafistes,
On a évoqué même une source à l'intérieur du Cameroun, que ce seraient les forces armées camerounaises relativement à l'affaire des magistrats militaires, ainsi de suite, qui sont menacés par l'opération Épervier. Donc, on a tout entendu. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est l'union sacrée. L'union sacrée autour de notre État, parce qu'il faut savoir que la France a déjà fait entrer ses militaires sur notre territoire pour chercher ses ressortissants. Mais la France aussi a appelé à une franche collaboration entre les forces de défense du Cameroun et les forces de défense du Nigeria. Le Nigeria a nié que les otages n'étaient jamais entrés sur son territoire. Donc là, vous comprenez que moi, je ne peux pas parler pour la France, je ne peux pas parler pour le Nigeria, je parle pour le Cameroun. Nous avons à faire notre devoir. Et le premier devoir aujourd'hui est de créer une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères du Cameroun, qui va donc directement communiquer avec le Quai d'Orsay, mais aussi avec vous, les journalistes, pour éviter le couac que l'on a eu il y a 2 jours, qui annonçait la libération. Et les Français ont dit que c'était une source militaire camerounaise. Aujourd'hui, j'ai entendu ça et là dire que c'est même un général d'armée du Cameroun qui a appelé la France. Il n'y a pas à installer au ministère de la Défense du Cameroun une cellule de crise. Ça ne concerne pas les militaires. Il n'y a pas à installer une cellule de crise au ministère de la Communication. C'est au ministère des Affaires étrangères de communiquer, de vous donner à vous l'information pour que vous puissiez la véhiculer. C'est comme ça que ça se passe. Vous parlez de l'union sacrée. Vous parlez de l'union sacrée tout à l'heure. La destination Cameroun est fortement déconseillée aujourd'hui par les organisations, ou si vous voulez, les représentations diplomatiques accréditées à Yaoundé. C'est à nous de faire en sorte que demain, l'alerte rouge soit levée. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ce sont les autres qui doivent dire que le Cameroun est fréquentable? C'est à nous de rendre notre pays fréquentable. Et le tourisme dans notre pays est un vivier économique très important que nous devons faire avancer. Last question, there's another fear, Boko Haram in Cameroon. What's your opinion about that? Je ne crois pas des histoires de Boko Haram, mais qu'est-ce que nous avons à voir avec Boko Haram? Boko Haram a été fondé en 2000 par Mohamed Youssouf, qui est un Nigérian. Vous pensez que nous avons quoi à faire quoi avec Boko Haram? Boko Haram, c'est une affaire du Nigeria, ce n'est pas une affaire du Cameroun. Le Cameroun a 3 grandes religions. Par ordre d'arrivée, nous avons les religions traditionnelles. En 2e position, nous avons l'islam. Et en 3e position, nous avons l'église chrétienne. Et ces 3 religions vivent en harmonie dans notre pays. Je vous dis toujours que, regardez Tinga, le quartier Tinga. Vous, quand vous prenez le taxi, vous dites que vous allez au Christ Roi de Tinga, juste à côté de la mosquée. Dans ce pays, on a des noms de famille. Moi, j'ai une nièce qui s'appelle Karine Aminata. Karine étant un prénom chrétien, Aminata étant un prénom musulman. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de construire un pays, et ça, depuis la nuit des temps, depuis le roi des Bamoun, nous avons essayé de construire un pays où les religions ne sont pas des modes, des motifs de séparation dans les familles. Et c'est pour cela que j'invite les peuples camerounais à avancer toujours comme ça, à laisser les autres avec leur religion Boko Haram dans leur pays. L'intégrisme, le fondamentalisme n'ont pas droit de citer au Cameroun. Thank you, Jules Elobo, for coming. Merci, Joe. Surtout merci à notre invité. And Professor Stenfoda, we're truly honored to have you once again on the program. C'est moi qui vous remercie. Televiewers, we're truly honored and exceedingly humbled to have you this day to watch T-Croisé on Arian Television. We pray that you join us again next Sunday when we shall be talking about major news that must have made news in the week next week. But don't forget, the rebroadcast of this program comes up tomorrow Monday at exactly 9 a.m. Have a wonderful evening. God bless you. Goodbye.